Et bonjour tout le monde, bonjour Enzo et bonjour Amal. Et salut Amal, salut Benjamin. Bonjour Benjamin, bonjour Enzo. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en forme? Super. Ben, écoute, moi aussi, ça va au top. Très heureux de pouvoir faire enfin ce live avec vous parce que je crois de mémoire, on avait loupé le coche la dernière fois avec Amal et Lucas. J'ai pas pu être là, je me souviens. Du coup, vous avez fait Ouais, 5 mois et c'est le premier live que je fais avec Amal et toi, donc très, très content. oui, mais cette fois-ci, on a loupé Lucas. Ouais, exactement. On Ah, n'arrive pas à être toujours un qui fait complet. faux bon. Ouais, exactement, exactement. Donc Lucas, ouais, qui ne pouvait pas se joindre avec nous aujourd'hui, mais je l'ai laissé sur la fiche quand même, on a une pensée pour lui. Ouais, exactement. Eh bien, écoutez, on est presque 200 connectés, c'est incroyable, pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est relativement technique, hein, qui est le DAX, enfin qui est plus ou moins technique. Il y a eu quelques nouveautés en 2023, en 2024, donc c'est de ça dont on va vous parler. Peut-être juste si vous pouvez nous écrire dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout fonctionne d'un point de vue technique. Et puis on va débuter très vite. Mm. Euh, et peut-être juste avant de démarrer, euh, si, vous, si vous pouvez l'un et l'autre nous parler un petit peu des choses qui vous ont marqué dans les dernières nouveautés, sûrement des choses dont vous allez nous parler par la suite de la conférence. Alors, on va commencer peut-être avec toi, Amal. C'est quoi les dernières nouveautés qui t'ont le plus intéressé? Alors, effectivement, c'est la nouveauté des calculs visuels que je vais vous présenter durant ce live. Ça, c'est vraiment la nouveauté la plus remarquante pour moi, sortie en février 2024. C'est celle-ci que j'ai eu l'opportunité de tester et de jouer avec. Et aussi la fonctionnalité de DAX Query View, la nouvelle vue DAX aussi, que nous avons présentée lors de notre dernier live aussi. Ouais, C'est exact. ouais. Puis je pense que Enzo, c'est le Ouais, sujet aussi il sur va nous lequel. dire. Ouais, tu vas Mm. revenir dessus, je pense, Enzo. Ouais, complètement, complètement. Puis, faut dire que là, on parle des nouveautés DAX parce que bon, c'est le sujet. Il fallait absolument qu'on fasse Mm. tous un point sur ce qui arrive et ce qui est arrivé. Mais je pense que vous avez tous vu, il y a un gros momentum en ce moment autour de Power BI, même de Microsoft Fabric qui se fait. On a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'améliorations, que ça soit dans le live stream management avec l'intégration presque native, si je puis dire, de Power BI avec du Git, par exemple. Des nouveautés toujours plus surprenantes avec Fabric qui facilite la conception, l'utilisation de données, enfin, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai que tout ce qui arrive avec le DAX aussi vient un peu compléter tout ça. Et je trouve que moi, celle qui me marque le plus, c'est celle que je vais présenter, parce qu'elle offre des opportunités, je trouve, de gouvernance autour des rapports Power BI qu'on n'avait pas forcément avant, et je pense, un peu révolutionner la manière dont on va optimiser, documenter nos rapports. Donc de belles choses à prévoir, je pense. Excellent. Donc aujourd'hui, vous êtes venu avec des démos, donc pour ça, je vous dis un grand merci. Si je dis pas de bêtises, Amal, tu vas nous parler des calculs visuels. Et ensuite, Enzo, tu nous parleras des requêtes DAX, comme on a dit. Oui. Et à la fin, s'il reste un peu de temps, moi, je vous parlerai des nouveautés sur les graphiques. Il y a des petites options, des petites flexibilités qui sont également très intéressantes. Et d'après ce que je vois dans le chat, vous nous recevez 5 sur 5. Donc, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Et on a décidé de commencer par Amal aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Et donc, Amal, je vais te laisser y aller. Et puis, on se permettra aussi de prendre les questions s'il y en a, enfin les remarques ou les questions si elles viennent au fil de l'eau dans le chat. Donc, vous gênez pas à nous écrire ça dans le chat. Exactement. Et juste cette petite Ouais. précision, là, c'est vrai qu'on n'est pas là pour expliquer à quoi sert le DAX et pourquoi ça existe. On a fait des lives, Amal en parle beaucoup sur des posts LinkedIn. On a fait un live avec Benjamin sur le sujet. Donc, on n'est pas là pour repartir de la base de ce qui est le DAX. Par contre, voilà, si à un moment donné, ça va un peu trop vite, pendant qu'Amal nous fait la présentation, on pourra nous un peu discuter et échanger sur ces sujets. Voilà. Juste voilà, Ouais, pour que vous ne exactement. soyez pas surpris. On va essayer de rendre ça accessible comme d'habitude. Évidemment, s'il y a des questions, vous gênez pas, accrochez-vous. Vous avez quand même trois personnes pour vous aider, donc profitez-en aussi. Hein, si vous avez des questions,
des questions débutants, des questions avancées, bah, on se chargera de les prendre. Amal, est-ce que tu es prête? Ouais, tu vas présenter les slides, Ouais, Benjamin? exactement. Yes. Alors là, il y a un petit switch à faire, mais je suis capable. Tac. Ouais. J'espère Alors, qu'il y a mal. oui. Merci d'abord Benjamin pour cette invitation. Et là, le sujet, c'est de vous présenter la dernière nouveauté du DAX qui sont les calculs visuels. Et on va explorer ça ensemble. Donc, avec la version de février 2024 du Power BI Desktop, donc une nouvelle façon d'effectuer des calculs dans Power BI a été introduite. Donc, vous n'utilisez plus DAX uniquement pour les mesures, pour les colonnes calculées ou pour les tables calculées, mais vous pouvez désormais utiliser DAX pour ajouter des champs calculés supplémentaires à vos visuels, qui sont les calculs visuels. Et par définition, un calcul visuel, c'est un calcul DAX qui est défini et exécuté directement dans un visuel. Ils vont faciliter les calculs auparavant difficiles à créer, ce qui va conduire probablement à un DAX plus simple, à une maintenance plus facile et à des meilleures performances. Donc, ils sont en preview, sortis en février, comme je viens de le dire. Et ils ont une particularité du fait qu'ils sont stockés uniquement à l'échelle du visuel, à l'échelle d'un visuel. Donc, ils ne sont pas des objets stockés dans le modèle. Donc, ce n'est pas comme les mesures ou les colonnes calculées. Ils sont vraiment locaux à l'intérieur d'un visuel que vous utilisez. Donc, ils se stockent uniquement à l'échelle d'un visuel. Et ce calcul visuel, il peut faire référence à n'importe quelle donnée qui est affichée sur un visuel, par exemple, y compris des mesures ou des colonnes ou d'autres calculs visuels qui sont utilisés au sein d'un visuel. Ce qui va supprimer la complexité du process d'écriture de DAX, où on va juste référencer des champs utilisés dans un visuel pour pouvoir faire des calculs complexes tels que des sommes cumulées ou des moyennes mobiles. Et pour vous détailler un petit peu cette fonctionnalité, en fait, les calculs visuels, ils vont utiliser une interface de type Excel, de type grille Excel, ce qui va permettre aux utilisateurs d'utiliser une grille pour exprimer une nouvelle formule et faire référence à des cellules afin de dériver un calcul. Donc, c'est comme dans Excel, en fait. Dans Excel, un utilisateur, il peut se référer facilement à une valeur antérieure de la cellule. Et là, ça sera le cas avec les calculs visuels. Avec ces nouvelles capacités, les utilisateurs, ils pourront exploiter des valeurs précédentes, ce qui leur permettra donc d'élaborer très rapidement des formules très complexes. Et cette fonctionnalité se présente avec une fenêtre d'édition comme on le voit dans l'écran, là sur l'écran. Donc, on clique sur le petit bouton Nouveau calcul visuel et on a une fenêtre d'édition qui se compose de deux parties, deux sections principales. On a une partie au-dessus dans laquelle on a un aperçu du visuel avec le résultat final du visuel. Et en partie en bas, dans laquelle on a la barre du formule, dans laquelle vous pouvez ajouter le calcul visuel, et une petite matrice visuelle qui affiche les données, qui affiche les résultats des calculs visuels lorsque vous les ajoutez. Et ensuite, dans la slide suivante, Benjamin, l'idée, c'est de vous présenter comment ces calculs visuels, ils vont simplifier la manière de créer le DAX. Parce que si on demande à n'importe qui ce qu'il trouve le plus difficile dans Power BI, il est très probablement qu'il mentionne DAX. Parce que DAX,
n'est pas intuitif, n'est pas facile au début surtout, ni pour les utilisateurs Excel et ni pour les utilisateurs du domaine IT. Et pour une grande majorité des utilisateurs, en fait, de Power BI, DAX, il reste un langage très difficile à utiliser et à maîtriser. Donc, et surtout que sa maîtrise nécessite de maîtriser tous les concepts tels que la transition de contexte, les itérateurs, les filtres. Donc, c'est pour ça, DAX n'est pas facile. On est tous d'accord sur ce. Vous êtes tous d'accord sur ça. Tu es d'accord, Enzo, sur le fait que DAX n'est pas facile? Complètement. Puis, c'est ce qu'on disait dans le dernier live, c'est qu'aujourd'hui, la clé de voûte de Power BI, c'est le DAX. Et la clé de voûte du DAX, c'est de comprendre la différence entre les mesures et les colonnes, qui sont des objets à part entière, qu'il faut ensuite réutiliser. Et cette notion-là d'objet qui est parfois un peu compliquée, au-delà des fonctions qui sont en soi très classiques, de faire des calculs de moyenne, à moyenne agrégée, etc. Tout le monde comprend. Mais c'est la manière dont c'est utilisé dans Power BI qui, je pense, peut porter un peu à confusion. Donc, je suis complètement en phase. Exactement. Et c'est ça, avec les nouveaux calculs visuels, ils vont apporter, si on peut dire, un changement de jeu, parce que les calculs visuels, ils pourraient même révolutionner la manière de créer le DAX en facilitant la création de mesures et en offrant une manière plus simple et plus facile d'écrire des requêtes et des mesures. Et cette nouvelle fonctionnalité, il semble que cette nouvelle fonctionnalité ait suscité un certain enthousiasme parmi les utilisateurs Power BI, d'après ce que je vois sur LinkedIn. Et pour de bonnes raisons, c'est pour la simplicité des calculs, c'est pour la simplicité de la chose. Et ceci est visible sur cet écran, sur les captures que j'avais mises ici. On voit en haut un calcul pour calculer une moyenne mobile sur les 3 derniers mois. C'est juste un exemple. Et là, j'ai mis deux captures de la manière du DAX classique, comment on écrit un code avec plusieurs lignes de code et on va utiliser plusieurs fonctions pour pouvoir établir ce genre de calcul, alors qu'avec les nouveaux calculs visuels, cet exemple de calcul d'une moyenne mobile devient beaucoup plus simple parce qu'il suffit simplement de pointer vers des champs qui sont utilisés dans le visuel, vers notre mesure, et ceci d'une manière vraiment très simple et très intuitive. Et ça apporte vraiment un gain de temps qui est nécessaire à mon avis. Donc là, il suffit juste d'utiliser une fonction préconfigurée du Moving Average, de référencer le calcul utilisé dans le visuel. Et ça apporte un gain très significatif, surtout pour les débutants. Cela leur permet de configurer des calculs très complexes sans avoir besoin de connaître aucune fonction finalement. Oui. Complètement. Tout à fait. Et après, on va voir c'est quoi la différence dans la prochaine slide, c'est quoi la différence entre une mesure normale, entre une mesure DAX classique et entre un calcul visuel. En fait, les deux sont du DAX. Les deux, ce sont un langage DAX. On va utiliser du DAX. On parle bien du DAX. Donc, pour la partie de gauche, les calculs visuels, on va les utiliser dans des situations ponctuelles ou dans des usages uniques, comme pour un seul visuel au sein d'un seul rapport, où par exemple je ne veux pas étendre ou surcharger mon modèle sémantique par ce calcul. Et surtout qu'ils sont vraiment très idéaux pour un cas d'usage particulier sans vraiment la nécessité de les réutiliser ou de les sauvegarder dans le modèle. Donc, ce qui signifie qu'ils sont pas réutilisables nulle part. Donc, ils sont juste utilisables au sein d'un visuel.
Et puisqu'ils ont cette particularité de ne pas être stockés dans le modèle, ce que signifie qu'ils ne peuvent pas faire référence à d'autres champs. Donc, c'est ça la différence. Donc, c'est ils vont faire référence uniquement à ce qu'il se trouve sur le visuel. Donc, tout élément du modèle doit être ajouté auparavant pour que le visuel calcul puisse s'y référer. Après, ils sont plus faciles à utiliser que les mesures d'axe normales et surtout qu'ils apportent un gain de performance parce que les calculs visuels, ils vont être utilisés, ils vont être exécutés sur des données agrégées plutôt que sur des données sur du détail, ce qui entraîne des avantages en termes de performance. Et après, une autre petite différence, c'est que les calculs visuels, ils vont apporter la flexibilité des mesures plus les colonnes calculées. Ils vont combiner la simplicité du contexte des colonnes calculées avec la flexibilité des calculs à la demande des mesures. Donc ici, on va vraiment combiner les avantages des deux. Et finalement, je dirais qu'ils vont pas remplacer les mesures, mais ils sont un complément pour les mesures. Ils seront pas amenés à remplacer les mesures. J'ai vu des débats sur LinkedIn, mais ils seront pas amenés à remplacer les mesures. Ils vont complémenter ça. Contrairement aux mesures d'axe normales, donc là, continuez à utiliser les mesures d'axe normales, classiques. Lorsque vous souhaitez utiliser et déployer des calculs à l'échelle d'une entreprise au sein d'un modèle sémantique, et surtout que les mesures d'axe normales, ils sont plus adaptés aux calculs complexes et aux analyses qui doivent être réutilisées et déployées dans un modèle sémantique. Et ce qui est idéal pour des calculs fréquemment utilisés, qu'on va pouvoir les utiliser dans plusieurs visuels, dans plusieurs rapports. C'est vraiment le concept de la réutilisabilité qui fait la différence entre les deux. On a une petite question, Amal, si tu permets, puisque là, on a du coup, c'est des nouvelles fonctions qui apparaissent, si je comprends bien, pour les calculs visuels. Donc, si on peut confirmer à Sébastien que la fonction que tu as présentée dans la slide précédente, pour faire une moyenne mobile, tu as utilisé une nouvelle fonction qui est disponible uniquement dans ce cadre des calculs visuels. Juste, tu peux confirmer ça pour Sébastien. Et oui, que c'est des fonctions qui ne peuvent pas être accessibles de l'autre côté, si je puis dire. Exactement. Ils sont juste inclus dans les calculs visuels, pas dans le DAX, classique. Donc, ce sont des fonctions que nous n'avons pas auparavant. C'est des calculs qui s'ajoutent uniquement dans le cas des calculs visuels. Et donc, en résumé, utiliser les calculs visuels dans des situations ponctuelles, comme un seul moyen, par exemple, pour introduire les utilisateurs novices au concept DAX, tandis que les mesures normales, ils sont mieux adaptés pour des calculs complexes et pour des analyses réutilisables à grande échelle ou à l'échelle d'une entreprise. Voilà, donc ça, c'est la différence. Je vois que c'est très important de faire la différence entre les deux parce qu'aujourd'hui, il y a une petite confusion. C'est ça la différence. Et après, je vais vous présenter une petite démo pour vous montrer concrètement comment cela se présente. Je me permets de partager mon écran à Benjamin. Oui, bien sûr. Le temps qu'on fasse la partie technique, juste pour préciser un peu les propos d'Amal aussi, gardez en tête pour celles et ceux qui se posent encore la question de savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser, ou le calcul visuel ou la mesure. Dites-vous que la mesure, la notion la plus importante, et ce que disait Amal, c'est qu'on peut la réutiliser. Donc demain, quand vous allez créer une nouvelle colonne ou une nouvelle mesure, gardez en tête que cette mesure-là, elle va d'une alourdir votre modèle sémantique, mais surtout qu'elle va pouvoir être réutilisée par d'autres personnes. Donc, si demain, vous devez faire un calcul qui va être en permanence réutilisé et être référencé dans d'autres mesures ou d'autres colonnes,
bien évidemment que le calcul visuel n'est pas pertinent. Par contre, de faire un calcul très spécifique pour un besoin particulier, comme une moyenne pondérée, une moyenne mouvante, etc., en effet, que là, le calcul visuel, il est plus pertinent. Et je pense que même ça vaudrait le coup, après, à terme, à mal, d'avoir une sorte d'arbre de décision qui permet d'orienter les users, de savoir quel type de DAX je dois faire, du calcul visuel ou de la mesure ou de la colonne. Ouais, ben, je sais pas si tu vas en parler à mal, mais il y a une super doc sur les calculs, par exemple les cumuls. Moi, je sais que sur un rapport pour les cumuls, ça simplifie vraiment la vie. Enfin, dans certaines situations, ça simplifie la vie. Donc peut-être qu'on pourra à la fin donner les références là-dessus. Mais bon, Amal, tu vas peut-être en parler par ailleurs, donc je te redonne la main. Ouais, je vais essayer de leur montrer la différence entre un calcul DAX normal et entre une simple ligne de code d'un visuel, des calculs visuels. Alors, ici, vous voyez bien mon écran, bien sûr? Très bien. En fait, ici, on a un petit objet. Hop, on a un petit objet un nouvel objet qui vient de s'installer dans la version de Power BI, qui est ce nouveau bouton New Calculation. Désolée, ma version elle est en anglais. Qui lorsqu'on clique dessus, on a cette fenêtre d'édition que je vous ai présentée tout à l'heure. Et donc, dans cette fenêtre, on peut commencer à écrire des formules. Par exemple, ici, en cliquant sur le FX, on a une liste, une galerie des fonctions préconfigurées qu'on peut commencer à utiliser très simplement. Par exemple, là, pour calculer une somme cumulée, on utilise la fonction running sum. Et là, je vais pouvoir ajouter une mesure qui est utilisée, faire référence plutôt à ma mesure. Hop. Et donc là, par exemple, ma mesure, c'est en fait, ici, j'ai présenté un count products par catégorie dans mon visuel. Et là, je vais tout simplement référencer mon count products pour avoir une somme cumulée. Et donc là, c'est ça l'exemple. Aussi, c'est le même cas pour une moyenne mobile, pour un moving average. Voilà. Pareil, donc je spécifie ma mesure et je fais référence à mon calcul et va me sortir une moyenne mobile sur mes catégories. Quand tu compares le nombre de clics que ça demande et le nombre de réflexions que ça demande de faire ça dans un calcul visuel versus ce que nous, ça nous demandait il y a encore 2-3 mois, c'est clairement une révolution, selon moi. Je crois qu'il y a des outils comme Tableau, je crois qu'ils faisaient déjà ce genre de choses. Je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment ce qui manquait aujourd'hui à Power BI de rendre l'outil vraiment accessible. Parce que je pense que comme vous, on entendait toujours que Power BI, c'était facile, tout le monde peut l'utiliser, même ta belle-mère peut faire un rapport Power BI. Mais en soi, c'est quand même plus complexe que ça dès lors où on va être des domaines un peu plus spécifiques. Et ça, clairement, c'est une révolution sur une notion d'accessibilité, ça change tout. Oui, parce que là, on parle vraiment de 2 clics. Hein. Ici, c'est 2 clics. Donc, on clique ici et bam, on a notre visuel. Et de plus, il est très facile ici, par exemple, d'empiler des calculs visuels par-dessus d'autres calculs visuels. Donc, cela permet, par exemple, de décomposer des calculs plus complexes en étapes plus petites et faciles à utiliser. Et ensuite, on peut, une fois que nous n'avons pas besoin du résultat final ou des calculs visuels utilisés à l'intermédiaire, on peut masquer les calculs, par exemple. Une fois que nous l'avons utilisé, on peut les masquer. Un autre exemple, c'est un calcul du previous. Donc, on sait que, par exemple, les déplacements horizontaux ou verticaux sont des concepts un petit peu complexes dans DAX. Et là aussi, avec juste une fonction qui s'appelle previous, on va pouvoir le faire pour afficher la ligne précédente, par exemple. Et ça, c'est vraiment très, très, très pratique. Clairement. Ouais. Moi, je me souviens de faire des choses, du bricolage, même dans du Power Query, parfois, pour récupérer ça dans des tables dédiées, et c'était une vraie galère.
une vraie Ah galère. bah oui, oui. Mm. Et surtout, là, je vais vous montrer comment on procède à ce genre de calcul dans le DAX classique, comment on code ça. Donc là, j'ai par exemple, j'ai mes count products par année et par mois. Et pour, par exemple, afficher ma mesure pour le mois précédent, donc là, il faut faire des calculs en time intelligence, par exemple, avec du dates add. Mhm. Donc là, je vous montre. Donc là, essayez de faire attention entre la différence entre un DAX normal. Donc là, c'est le DAX normal où j'ai utilisé une fonction de time intelligence pour pouvoir retourner le calcul au mois précédent. Et avec le visuel, les calculs visuels, il suffit juste d'utiliser la fonction previous. Mhm. Donc là, c'est très pratique. Et par exemple, quand on veut un previous par catégorie, dans mon deuxième exemple, ici, je suis allée un petit peu loin et j'ai utilisé des codes un petit peu complexes. J'ai utilisé des fonctions de windowing, j'ai utilisé offset et du window. Et pour faire un calcul previous. Par exemple, en utilisant offset, il suffit de mettre la position, de spécifier la table et de trier la table, d'utiliser calculate pour pouvoir avoir le calcul du previous. Ou bien, on peut aussi utiliser window en spécifiant la position -1 relative, spécifier la table et faire un order by pour pouvoir avoir ce calcul. Alors qu'aujourd'hui, simplement, comme on vient de le montrer, avec simplement une fonction previous, la mesure, et on n'est pas obligé d'écrire un code très long. Et pareil, pour le moving average, pour une moyenne mobile, par exemple, sur les 3 derniers mois, ce genre de calcul aujourd'hui, pour pouvoir le faire, il faut utiliser des tables filtrées avec du dates period, du l'average X, ou bien avec la fonction window. Je vous montre le code aussi. Donc, pour faire une moyenne mobile, donc j'ai utilisé dating period pour filtrer ma plage de date sur les 3 derniers mois. Puis j'ai utilisé la fonction average X en filtrant sur cette période pour pouvoir avoir une moyenne mobile sur les 3 derniers mois. Ou bien on peut le faire avec la fonction window. C'est aussi, vous voyez, il faut vraiment maîtriser des fonctions comme window, qui est une fonction très compliquée. Il faut spécifier la table, il faut la partitionner, ensuite il faut faire de l'average X. Vous voyez, en fait, c'est pour ça, nous, les développeurs Power BI, il faut vraiment une certaine maîtrise de tous les concepts avancés pour pouvoir faire ce genre de calcul. Alors que là, je vous montre clairement que avec la nouvelle fonctionnalité du calcul visuel, on n'est pas obligé d'écrire tout ce code-là et tout est faisable en 2 clics, comme on vient de le montrer. Et ça facilite vraiment la chose. Et là, pour aller plus loin, tu me dis, Benjamin, si je déborde, parce qu'il faut quand Ouais, même... je te laisse quand même enchaîner, mais je pense qu'on va effectivement passer à Enzo dans quelques instants. Mais vas-y, continue. Ouais, j'essaie de finaliser rapidement. Là, par exemple, pour aller beaucoup plus loin dans la facilité offerte par cette fonctionnalité, là, par exemple, pour avoir des niveaux de détail par toto, par sous-toto, par exemple, si on a des hiérarchies, dans ce cas, j'ai des catégories, des sous-catégories. Donc, ce genre de calcul, pour pouvoir le faire, il faut maîtriser tout ce qui est all except, du remove filter, pour pouvoir faire un calcul, par exemple, par rapport à la catégorie, à la sous-catégorie, donc des calculs par maille sous-jacente. Ça nécessite une maîtrise avancée du DAX. Et là, avec les nouveaux calculs visuels, donc il suffit d'utiliser la fonction déjà prête à l'emploi, qui est pourcentage off par an, ou bien pourcentage du grand total. Et là, on avait cette option avant, je ne sais pas si tu te souviens, enfin, on l'a toujours dans les champs, tu pouvais dire affiche-moi cette valeur-là sur le pourcentage total.
que tu ne pouvais pas faire ce découpage-là avec des sous-totaux, typiquement. Donc ça aussi, c'est... Exactement. ouais. Et ça, c'est très pratique. Là, ça va utiliser la fonction collapse, par exemple, qui permet d'ignorer le filtre du sous-catégorie et du coup faire le calcul par catégorie, ce qui est très important pour faire un pourcentage de la catégorie, par pourcentage de la sous-catégorie par rapport à la catégorie, ou bien par rapport au grand total aussi. Là, il va utiliser collapse all, qui est très intéressante aussi pour ignorer les filtres sur toutes les lignes. Et après, j'ai un autre exemple d'une fonction average of children. Donc, c'est la moyenne. Ici, ça permet d'utiliser la fonction expand qui retourne la moyenne des sous-catégories par catégorie. Et là, ce genre de calcul est faisable avec expand. Mais on n'est pas censé de les maîtriser, quoi que ce soit. Il suffit juste de cliquer sur la fonction et il va faire ça automatiquement. Excellent. Yes. Oui. Voilà. Déjà, merci beaucoup. Je pense que la démonstration est faite. Là, c'est clairement super intéressant. Dites-nous, s'il vous plaît, en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez utiliser dès ce soir ou dès demain les calculs visuels? Faites-nous un petit feedback sur cette première partie de la conf. Faites-nous un petit feedback en commentaire. Il y a quelques questions que je me suis notées, qu'on va prendre à la fin. À la fin, on se gardera quelques minutes pour répondre à toutes les questions. Donc, il y a quelques petites questions sur les calculs visuels qu'on pourra rapidement répondre à la fin. Ouais, et puis... Ouais, surtout, j'ai laissé une petite slide pour faire les inconvénients, mais je vais les laisser pour la fin, comme ça je prends pas le créneau d'Enzo. Mais il faut quand même dire que cette fonctionnalité elle a ses limites et elle a ses inconvénients. Mais je laisse ça à la fin parce que là je crois que j'ai débordé. Ça nous fera un petit débat au moins à la fin. Ça fera un petit débat. Voilà, puis ça fait un petit teaser. Donc c'est parfait. Vas-y Enzo, si je te partage ton écran. Je veux bien que tu partages l'écran. Je n'ai pas forcément de slide à présenter. Hop. Allez, super. Normalement, on voit mon écran. C'est OK pour vous déjà sur le studio? Vous voyez l'écran? On voit des licornes. Allez, si vous voyez des licornes, c'est qu'on est au bon endroit. Super. Du coup, on va encore parler de DAX, évidemment, mais on va parler d'une nouvelle manière d'écrire du DAX. Donc, tout ce que vous a montré Amal, c'est fait pour faire de l'analytics, faire de l'analyse de vos données, en sortir des insights, etc., etc. On a une nouveauté qui date de 2023, de fin 2023 pour être exact, en décembre, qui s'appelle, juste ici, ce petit bouton que vous avez là, la notion de Rocket DAX. Donc cette Rocket DAX, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi c'est là, ce petit bouton? Donc avant d'aller plus loin, pour celles et ceux qui connaîtraient la notion de Dynamics Management View ou DMVS sur SQL Server, qui permet typiquement de faire de l'analyse de votre métadonnée, de votre environnement. C'est exactement la même notion qu'ils ont sorti dans Power BI. Ils ont sorti un nouvel éditeur qui permet de venir interroger votre modèle sémantique. Donc le modèle sémantique, c'est ce qui se cache derrière votre rapport. C'est votre schéma relationnel, c'est vos tables, c'est vos colonnes, c'est vos mesures. Et ils ont sorti du coup ce petit éditeur-là, que vous avez juste ici, qui vous permet de venir analyser le contenu de votre modèle sémantique. Et là, quand je dis analyser, je ne parle pas d'aller chercher, par exemple, la moyenne d'un chiffre d'affaires, d'aller comprendre pourquoi j'ai fait moins de ventes en 2023 par rapport à 2024. Là, je parle vraiment de notion d'audit, de documentation de votre modèle sémantique, d'analyse de vos performances aussi, et après de tout ce qui va toucher à la gouvernance de vos données, à la conformité de vos données, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, nous, on va parler de ce modèle-là, de l'affichage des Rocket DAX. Et avant d'aller un peu plus loin, je veux juste vous préciser quelque chose, c'est que autant ce que vous a montré Amal que moi, ce que je vais vous montrer, ce sont des fonctionnalités qui sont en preview. Ça veut dire que des fonctionnalités qui sont aujourd'hui disponibles au grand public, mais qui sont encore en phase de développement, en phase de test, donc qui sont soumis à des améliorations, à des évolutions et aussi à des bugs, bien évidemment. Donc, pour activer ces options-là, qui sont du coup des options en preview, qui ne sont pas natives pour le moment à Power BI, vous devez vous rendre dans Fichier, en haut à gauche, dans Options et Paramètres. Et à partir de là, vous avez la petite roue dentée ici, Options. Et vous allez pouvoir activer dans le menu dédié, hop, juste là, fonctionnalité en préversion, les différentes nouveautés qui vous intéressent. Donc moi, par exemple, j'ai affiché
la vue de requête DAX. Et si vous voulez utiliser la nouveauté dont vient vous parler Amal, il suffit d'activer ici les calculs visuels. Une fois que vous avez coché la case, vous cliquez sur OK et vous devrez reboot votre Power BI Desktop pour pouvoir accéder à ces nouveautés-là. Voilà. Donc, j'ai vu 2-3 questions qui demandaient quelle version de Power BI il faut, etc. Par défaut, si votre environnement professionnel le permet, mettez-vous toujours la dernière version disponible. Donc là, on est la version de mars, par exemple. Moi, en tout cas, les nouveautés que je vous présente, c'est à partir de décembre. Et Amal, de mémoire, les calculs visuels, c'est janvier ou février. Février. Voilà, c'est pas si vieux que ça. Donc, il vous faut minimum la version de février. Et si vous voulez update votre Power BI Desktop, ça se fait depuis le Microsoft Store sur votre poste directement ou sur le site officiel de Microsoft. Voilà. Donc, une fois que vous avez activé votre nouveauté, vous avez ici ce petit logo supplémentaire, donc sur le panel latéral gauche qui apparaît, qui vous permet d'afficher cette zone-là des requêtes DAX. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces notions-là? Donc, vous allez avoir plusieurs notions. Vous allez avoir des notions d'evaluate, ici, qui vont vous permettre d'interroger votre modèle sémantique pour récupérer de l'information. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Par exemple, j'ai besoin de récupérer toutes les dimensions et toutes les mesures que j'ai dans mon modèle sémantique. Vous le voyez à droite ici, j'ai 3 tables. Une table qui s'appelle TD Compagnie, j'ai une table TD Unicorn Bayer, j'ai une table TF Unicorn Compagnie, avec à l'intérieur mes colonnes par défaut et mes mesures. Donc là, j'ai un petit modèle sémantique, évidemment, pour pas non plus trop surcharger la démonstration, mais moi, j'ai connu des modèles sémantiques qui avaient peut-être 20, 30 mesures, 10 colonnes calculées, des modèles qui sont assez lourds à analyser, assez lourds à comprendre, et grâce au DAX et à des fonctions spécifiques, des fonctions qu'on dit info, on va pouvoir venir récupérer de l'information sur vos mesures. L'information des mesures, par défaut ici, si je me remets sur la vue rapport, si j'ai envie de savoir, par exemple, dans ma table TF Unicorn Company, j'ai envie de savoir toutes les mesures qui ont été créées dans mon modèle sémantique. La seule manière aujourd'hui de le faire, sans cette nouveauté, c'est de parcourir une à une toutes vos colonnes et de venir identifier grâce à la petite calculette ici ou grâce à la petite colonne avec le E scientifique vos mesures. Donc là, c'est comme ça qu'on distingue une mesure à une colonne native de votre table. Et une fois que vous cliquez dessus, donc sur notre mesure par exemple, on peut venir constater la fonction qui a été écrite à l'intérieur. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est du DAX. Donc en venant sur chacune des mesures, je peux voir, OK, bon, ben, j'ai créé cette mesure, il y a cette information à l'intérieur, etc., etc. Il y avait des outils qui existent toujours, je crois que c'est DAX Studio ou des outils tierces qui sont à l'extérieur de Power BI qui permettent de documenter votre modèle sémantique comme je vais vous montrer aujourd'hui. Mais jusqu'à décembre, on n'avait pas de solution native à Power BI pour interroger la métadonnée de vos modèles sémantiques directement dans l'outil. Donc, si je rebascule ici dans le DAX, juste là, si vous voulez venir interroger toutes les mesures que vous avez à l'intérieur de votre modèle sémantique, on tape Evaluate. Comme dans DAX, on a toutes les fonctions que l'on peut appeler. Là, vous avez remarqué, si quand je tape Info, on voit que ces nouvelles fonctions-là apparaissent. Et là, on a quasiment, je crois, 50 nouvelles fonctions qui ont été créées et mises à disposition des utilisateurs pour venir interroger votre modèle sémantique. Attention, ces fonctions-là, je sais que je vais avoir la question, elles ne sont utilisables que dans la vue requête DAX. On ne peut pas l'utiliser dans une mesure, dans une colonne, on ne peut que l'utiliser ici. Je crois qu'on peut l'utiliser dans une certaine mesure avec des petits bricolages, mais par défaut, elles ont été créées pour être utilisées dans la vue requête DAX. Donc à partir de là, moi je peux venir taper ici info mesure. Là, je vais exécuter ma formule et à partir de là, je vais pouvoir récupérer les informations de mes champs. Donc on le voit ici, j'ai mes champs, ma colonne avec son nom. J'ai la description associée, mais là, je n'ai pas de description prévue. J'ai son type, j'ai l'expression associée, juste là. Donc on peut voir que grâce à ma mesure, je récupère et toutes mes mesures qui sont à hauteur de 3 et 4, parce que j'en ai une quatrième, hop, qui est juste là, ici. Je récupère son expression, son format, est-ce que la valeur a été cachée ou pas, parce qu'on peut masquer les éléments à nos utilisateurs, sa date de création, de modification, etc.
Donc là, je peux récupérer une mesure directement. On peut venir aussi interroger, par exemple, hop, info.table pour interroger nos différentes tables. Donc là, avec cette valeur-là, je récupère toutes les informations de mon visuel et de mon modèle sémantique avec à l'intérieur toutes les tables de votre modèle sémantique, savoir si elles ont été masquées ou non, leur storage ID, la date de création, de modification, etc. On peut aller beaucoup plus loin dans ces fonctions-là. On peut venir faire des jointures entre les différentes fonctions, parce que là, par exemple, dans ma valeur evaluate info mesure, j'ai mes 4 mesures qui apparaissent. Par contre, je n'ai pas le nom de la table dans laquelle est stockée ma mesure. J'ai juste le champ table ID. Donc, à aucun moment ici, visuellement, je peux dire, OK, ma mesure V underscore colonne average diff years, elle est stockée dans la table TD unicorn ou TD compagnie. J'en ai aucune idée parce que je n'ai juste que la table ID. Donc, comme en SQL, donc pour ceux qui sont à l'aise avec le SQL, on peut venir croiser les fonctions pour récupérer des informations supplémentaires. Donc, moi, je vous ai préparé la petite fonction qui va bien. Hop, ici, tac. Donc, je vais rajouter juste une nouvelle requête. Donc, on a cette fonction, evaluate, qui va venir me stocker dans une variable mesure, qui va me récupérer toutes les mesures que j'ai à ma disposition dans mon modèle sémantique. Je veux récupérer le nom de mes mesures, leur description, la formule d'axe associée, la table ID. Je fais la même chose, je récupère toutes mes tables avec leur table ID et le nom de la table. Donc là, j'ai entre guillemets, deux jeux de données, deux sous-requêtes à ma disposition. Ma sous-requête mesure qui me récupère toutes mes mesures et ma sous-requête table qui me récupère toutes mes tables avec leur nom. Et à partir de là, je vais mettre en corrélation ces deux sous-requêtes-là pour récupérer pour chacune de mes mesures le nom de leur table dans laquelle elle est stockée. Et à partir de là, on a une petite fonction qui s'appelle natural left outer join qui permet de joindre et ma mesure et ma table pour récupérer le nom de la table et les mesures, etc. etc. Si j'exécute ce champ-là, j'ai à ma disposition le nom de ma mesure, sa formule d'axe associée et le nom de la table dans laquelle elle est stockée. Donc là, jusqu'à là, vous allez me dire, Enzo, c'est super ce que tu nous montres, sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des calculs, c'est faire des sommes, c'est faire des moyennes. Ça, entre guillemets, c'est presque du rôle de l'administrateur de faire ça. En effet, vous avez raison. Pour un utilisateur lambda, cette fonctionnalité-là de DAX, cette requête DAX ici, cette vue de requête DAX, elle n'est pas très pertinente parce que c'est fait là typiquement pour venir faire de la gouvernance, pour s'assurer que nos mesures, elles ont les bonnes fonctions, leurs bonnes descriptions, etc. etc. Par contre, pour un administrateur ou une personne qui doit maintenir les rapports, toutes ces valeurs-là sont hyper importantes et hyper pertinentes pour venir optimiser la taille de vos modèles sémantiques, optimiser les expressions, optimiser même peut-être l'organisation de vos tables, etc., etc. Donc là, je vous ai montré comment on peut venir évaluer son modèle sémantique, parce que grâce à ça, on peut justement interroger la capacité de notre modèle à répondre à des problématiques au travers des mesures et des colonnes, mais on peut aller un peu plus loin. Donc là, c'est juste pour créer de l'information. On peut venir récupérer cette information avec le petit bouton copier juste là et venir stocker ça dans un fichier Excel, par exemple. Pour te dire, OK, moi au moins, j'ai mon modèle sémantique qui est documenté directement dans un fichier Excel et à partir de là, je peux me faire mon petit dictionnaire de données à la volée. Ça, c'est super, parce que le copier-coller, je le fais facilement. Par contre, si demain, je rajoute 1, 2, 3, 4 mesures et que je fais ça tous les jours, vous allez devoir faire un copier-coller et venir updater votre fichier Excel. Ça, c'est dans un monde dans les années 2000, peut-être. En 2024, ce n'est plus le cas. On peut en plus venir, depuis un fichier Excel, interroger de la même manière qu'on interroge ici votre modèle sémantique en direct pour récupérer tout ça dans un fichier Excel. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est un peu plus technique, donc je ne vais pas aller trop vite, mais je ne vais pas non plus passer trop de temps. Mais il est possible, dans Power BI, et même dans Excel, tac, de venir interroger juste ici, donc dans Données, obtenir des données, à partir d'une base de données juste là. Vous avez donc données à partir de données et à partir d'une base de données SQL Server Analysis Service, donc bien cette fonctionnalité-là. Vous cliquez dessus. Hop.
Donc là, il va nous demander le nom d'un serveur et le nom d'une base de données. Ça, vous ne pouvez pas le deviner. Le seul moyen de le récupérer, c'est de la manière suivante. Il faut en premier lieu venir récupérer le serveur. Donc le serveur, on le récupère ici, dans la vue modèle juste là. Vous allez dans le modèle sémantique, et là, vous avez le nom du serveur qui apparaît. Ce nom du serveur-là, il va être différent pour chacun d'entre vous. Donc nous, c'est un localhost 2.58.0.71, donc qui est notre PC en local. On clique dessus, on vient récupérer ça et on le met dans Excel. Et ensuite, on a besoin de connaître la base de données. Ça, pareil, malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen de le connaître que de passer par le SSMS ou un autre outil dédié. Donc nous, on va venir maintenant sur SSMS. On va venir créer une connexion Analysis Service. On va se connecter à notre localhost. On s'y connecte. Et à partir de là, on récupère la base de données. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, ici, c'est notre modèle sémantique Power BI. On récupère ça directement. Hop. Et on vient le mettre ici, sur Excel. On lui précise à l'intérieur, bien évidemment, la requête DAX. Donc, base de données localhost, vous avez compris, c'est juste un petit bricolage pour récupérer l'information, mais on la récupère facilement. Hop. On va venir lui copier-coller tout ce qu'on a écrit ici. Là. On lui ajoute notre fonction DAX. On clique sur OK. Et là, qu'est-ce que va faire Excel? Il va se connecter automatiquement à notre modèle sémantique, donc comme vous le voyez à l'écran juste là, et on va charger les valeurs, ce qui va nous permettre de récupérer en dynamique directement nos mesures avec leur formule, leur description s'il y en a une, nous on n'a pas de description, et les tables associées. Et ça, c'est connecté en direct sur votre modèle sémantique. Ça veut dire que si vous faites une mise à jour sur votre modèle sémantique, la mise à jour sera répercutée aussi sur votre fichier Excel. Pour vous prouver que ce que je vous dis, ce n'est pas que des conneries et que ça marche bien, je vais vous montrer que si je rajoute une description dans une de mes mesures, je vais avoir la description qui va apparaître directement dans mon fichier Excel. Donc pour ça, hop, je vais vous montrer en plus une nouveauté supplémentaire. On retourne sur la vue de modèle, juste ici, et on va aller dans la mesure colonne average difference year, juste là. Et là, nous, on va vouloir récupérer ici une description. Et au lieu de taper une description moi à la main, je vais vous générer la description avec Copilot, qui est la nouvelle solution IA de Microsoft. Et là, ils ont mis une petite fonctionnalité qui vous permet de générer une description de votre mesure DAX en automatique grâce à l'IA. Donc, si je clique sur Créer avec Copilot juste là, lui, il va venir lire ma fonction DAX, donc average, TF, unicorn, etc. Et il va me dire, ben, OK, voici la description que je te propose. Donc là, pour le moment, il me les propose en anglais. Et il va te dire, ben voilà, cette mesure nommée V_colonne average diff year vient calculer la moyenne de telle colonne sur la table TF Unicorn Company. Donc là, il nous génère automatiquement une description. Vous allez voir qu'il nous rajoute la description directement juste ici. On enregistre, donc ça a été généré automatiquement grâce à l'IA. Et moi, si je reviens dans Excel juste ici, là, je n'ai pas ma description qui apparaît. En revanche, si je viens actualiser, juste là, j'ai ma valeur qui a été rajoutée directement en temps réel. Bon, enfin, en temps réel, oui et non, parce que ce n'est pas du direct query. Il faut juste refresh ces données pour voir la description rajoutée. Donc là, l'intérêt, ce que vous devez vraiment garder en tête, c'est que à partir de cette vue requête DAX là, vous allez pouvoir générer de l'information supplémentaire sur de la documentation de vos environnements et de modèles sémantiques, qui sont selon moi hyper importantes, parce qu'aujourd'hui, la grosse problématique, c'est de garder le contrôle de ce que font les utilisateurs. Il faut absolument justement garder cette maîtrise-là, et la maîtrise, on ne peut que la garder en documentant et en tenant à jour une sorte de tableau de bord qui permet de voir ce qui a été créé ou non. Voilà. Donc ça, c'est les premières fonctionnalités qui vous permettent, vous, de venir récupérer de l'information sur le nombre de mesures, de colonnes, etc. Il y a plein de blogs et de sites qui ont déjà mis à disposition des fonctions déjà préconstruites pour gérer de l'information supplémentaire. J'ai vu passer des gens qui permettent de récupérer les colonnes calculées en temps réel, celles qui sont masquées, pas masquées, etc. Enfin, on peut faire beaucoup de choses. Vous avez à disposition beaucoup de fonctions info
Comme je vous dis, il y en a 50, hein, donc vous avez beaucoup de choses qui apparaissent qui vous permettent, vous, aujourd'hui, de récupérer une information supplémentaire. Mais la vue DAX, ce n'est pas fait que pour ça. C'est fait aussi pour mettre à jour et créer des mesures supplémentaires directement depuis ce visuel-là. Donc, pour vous montrer la différence, ici, hop, j'ai mes mesures à droite, juste là. Et si ces mesures, par exemple, je veux venir les définir. Hop, juste là. Donc là, j'ai define. Define, c'est quoi? C'est définir ma mesure, le nom de ma mesure juste là, avec sa fonction associée. Donc ce qu'on retrouve sur cette phrase-là, c'est ce qu'on retrouve dans la barre de formule classique quand on est en vue Power BI Desktop, juste là. Si je me remets juste ici, c'est ce qu'on retrouve en haut. D'accord? Donc dans mon DAX, juste là, je peux venir ici, venir définir ma mesure, et surtout, je peux venir la mettre à jour. La mettre à jour dans quel sens? Si par exemple, je ne veux pas faire de l'average, mais je veux plutôt faire une somme, juste là. Je peux venir remplacer average par somme, je clique juste là, et là, vous avez vu, vous avez ce petit bouton-là qui apparaît. Mettre à jour le modèle, remplacer la mesure. Si je clique dessus, il me demande, attention, est-ce que vous voulez vraiment effectuer cette modification? Je dis oui, je veux mettre à jour mon modèle, et là, directement, mon modèle va être mis à jour. Bon, forcément, je ne fais pas la bonne somme d'une bonne colonne, donc il me dit qu'il y a une erreur, mais on peut directement mettre à jour à partir de ce champ-là, juste là, mettre à jour. On peut venir mettre à jour le contenu de votre mesure, le contenu de l'expression de votre mesure, directement dans cette vue requête DAX là. Donc il n'y a pas trop d'intérêt à le faire juste pour une seule mesure, parce que le faire sur une seule mesure, on peut le faire directement dans la vue classique. Par contre, si vous avez, par exemple, 25 mesures qui pointent toutes sur la même table ou sur la même colonne, et que vous voulez modifier, par exemple, à la volée, toutes les valeurs de TF Unicorn Company avec une autre table, aujourd'hui, vous devez passer sur chacune des mesures et venir remplacer toutes les mesures les unes à la suite des autres. Grâce à cette vue d'axe-là, on peut, grâce à une notion de CTRL F ou de remplacer, qu'on a juste ici, tac, on peut dire, ben, OK, moi, maintenant, je veux que toutes mes mesures ne soient pas dans TF Unicorn Company, mais je veux plutôt qu'elles soient sur... alors, je vais mettre n'importe quoi parce que je n'ai pas d'exemple concret à vous montrer, mais on peut dire, ben, moi, je veux plutôt TF démo DAX, par exemple. Donc, OK. On peut remplacer toutes les valeurs comme un CTRL F qu'on le connaît, et là, automatiquement, toutes les valeurs ont été modifiées directement dans la mesure, et je vais pouvoir mettre à jour derrière mon modèle sémantique. Ce qui est clairement un gain de temps quand vous avez 25 mesures à modifier à la volée. Mais ce n'est pas tout. On peut aussi dire, ben, moi, je veux créer une nouvelle mesure qui va être créée dans PD Unicorn by Years. Et on va dire, ben, fais-moi plutôt un average X de ça. Là, moi, j'appelle une nouvelle mesure qui n'existe pas dans mon modèle sémantique. Et lui, il va pouvoir à la volée, tac, on va faire ça plutôt. Je me suis trompé. Ici. Oh, voilà. Tac. Là, je veux ajouter une nouvelle mesure et lui nous propose mettre à jour le modèle en ajoutant cette nouvelle mesure-là qu'on vient de définir. Donc, ce que vous voyez ici, la manière dont vous écrivez le DAX dans cette fenêtre-là ou que vous le fassiez ici dans la vue rapport directement, c'est exactement la même chose. C'est juste que d'un côté, on a une interface un peu plus visuelle qui vous permet directement de mettre à jour plusieurs mesures à la volée sans pour autant à chaque fois repasser sur toutes les mesures individuellement. Voilà. Donc, cette vue d'axe-là, je vois que le temps file, donc je vais clôturer. Cette vue d'axe-là, c'est clairement un game changer parce que ça vous permet et de faire de la gouvernance, comme je viens de vous le montrer ici, à la volée de récupérer vos mesures, vos colonnes, vos tables et de l'information associée. Sachant que là, je vous montre comment se connecter avec Excel directement à votre jeu de données qui est en local, stocké sur votre poste, mais on peut très bien se connecter directement à un espace de travail où votre modèle sémantique est connecté. C'est possible aussi. Et en plus de ça, on peut, grâce à la fonction define, venir update l'ensemble de vos mesures ou en ajouter des nouvelles ou en remplacer, etc. etc. Donc,
n'hésitez vraiment pas à tester ça, à voir un peu les possibilités. C'est vraiment fait pour de la maintenance, de l'optimisation, etc. Mais il y a clairement de belles choses à faire avec. Je pense qu'il y a des beaux cas d'usage qui risquent d'arriver et de beaux exemples sur ces fonctionnalités-là. Donc n'hésitez pas vraiment à les utiliser. Et surtout, documentez-vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait des documentations hyper intéressantes sur le sujet et qui ont déjà préconstruit des requêtes déjà toutes prêtes pour cette vue de requête-là. Voilà. Et en plus, vous avez eu une petite preview de la nouveauté de la génération de descriptions avec Copilot, donc la nouvelle solution d'IA de Microsoft, qui vous permet du coup de, à la volée, générer des descriptions. Si vous n'avez pas d'imagination ou que vous manquez d'inspiration sur le moment pour générer une description, vous avez Power BI qui vous permet un Copilot qui vous propose de le faire automatiquement. Voilà. C'est OK pour moi. Merci beaucoup, Enzo. Très, très, très intéressant. Excellent. Ce que je vous propose, c'est on garde quelques minutes pour prendre les questions, puis aussi la discussion à mal sur les limites des calculs visuels. On s'est dit qu'on gardait un peu de temps. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, c'est le moment de les mettre dans le chat. Vous avez juste quelques instants pour les ajouter dans le chat. Puis, je vais simplement faire un petit teasing d'un sujet que je voulais évoquer aujourd'hui, mais qui sera plutôt pour la prochaine fois. Donc, je vais juste le teaser rapidement. C'est ces nouvelles techniques je ne sais pas si vous avez vu popper ça, Enzo et Amal sur LinkedIn par des gens comme How to Power BI ou des gens comme ça qui ont pris exactement un post comme ça, ouais. Qui ont justement mixé les nouvelles fonctionnalités d'overlapping. Enfin, je vais vous montrer ça très très rapidement. On ne va pas faire la démo aujourd'hui, mais qui ont mixé des nouvelles options de disposition des bar charts, donc ce genre de graphique, avec justement un petit peu de DAX. C'est pour ça que je voulais le greffer aujourd'hui, parce qu'ils utilisent un petit peu de DAX. Et c'est très bien vu, en fait, avec les barres d'erreur. Donc, en fait, quand j'ai testé ça, je trouvais ça très, très compliqué. Puis au final, c'est pas si compliqué que ça. Une fois que vous l'avez fait une ou deux fois, c'est pas si compliqué que ça. Donc, je pense dans un prochain live, je vous montrerai ce genre de technique. Je reviendrai sur ce genre de technique, puis les avantages, les inconvénients. Et puis, donc c'est ça, juste un petit teasing là-dessus. Mais comme je vous disais, ce que je vous propose, c'est qu'on garde les dernières minutes pour prendre les questions s'il y en a, sachant que j'ai vu que ce soit pour Amal ou pour Enzo, j'ai vu qu'on a eu des excellents commentaires parce que c'était assez passionnant, ces différents sujets. Alors, on a une première question qui est plutôt sur la partie documentation. Christophe nous dit, je suppose que toutes ces nouvelles fonctions se trouvent sur le site de Microsoft. Donc, oui, je suppose qu'il y a une doc, évidemment. Oui. Est-ce que vous l'avez en tête? Il y a tout. Il y a tout. C'est que ce soit pour Amal ou pour moi, tout est documenté. Alors, pour le coup, je vais pas faire l'avocat du diable pour une fois, mais c'est vrai que la doc Microsoft, parfois, elle est pas top en termes d'exemples. Je parle vraiment. Il y a des sites supplémentaires qui donnent des exemples concrets. Nous, on fait des lives comme ça pour un peu vous donner des exemples un peu plus parlants. Mais oui, après, tout est documenté. Et n'hésitez pas aussi à suivre, je vous ai mis dans le lien dans le chat, le lien de toutes les nouveautés. Aussi, toutes les nouveautés sont documentées. Parfois, entre le moment où la nouveauté est annoncée et le moment où il y a une documentation officielle, il y a des petits délais, parfois. Mais en tout cas, c'est sûr que Microsoft, ils sortent rarement des nouveautés sans mettre un petit site web associé ou une petite explication. Voilà. Excellent. J'ai plus le lien sous la main, mais c'est vrai qu'il y a pas mal Ok, nickel. Nickel, puisque de mémoire, il y a une page qui liste toutes les nouvelles fonctions que Amal a présentées. Et pour le coup, il y a un ou deux exemples, donc on va s'en contenter. Pour l'instant, ça éclaire quand même pas mal. Donc c'est ça. Toi, Amal, est-ce que tu veux les compléter sur la partie documentation? Oui, en fait, pour les fonctions DAX de la documentation, c'est très pratique. Parce qu'aujourd'hui, la documentation devient vraiment très facile et faisable directement à l'intérieur de Power BI avec du DAX. Avant, c'était fait dans d'autres outils externes, dans DAX Studio, en utilisant des DMV. C'était un petit peu... il faut aller dans plusieurs endroits pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui,
la documentation devient beaucoup plus facile. Et là, du coup, tu es revenu sur les visuels, les calculs visuels. En fait, En fait, ouais, oui. excuse-moi Amal, parce que bon, je vais pas relancer, je vais pas remettre une machine dans la pièce, mais là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que toi, Amal, tu nous dis les calculs visuels, c'est super, c'est génial, maintenant il faut utiliser ça. Puis Enzo nous dit non, mais il y a les requêtes DAX, maintenant continue à faire du DAX, il y a les requêtes DAX. Donc, je me dis pour les gens qui se lancent, puis j'espère quand même qu'on vous a un peu éclairé aujourd'hui, mais je me dis il y a quand même il va falloir développer un framework sur comment concrètement on utilise ces différents outils, mais peut-être ça va être une prochaine conférence. Donc, Amal, je te redonne la parole, excuse-moi. Oui, en fait, là, rapidement, sur les calculs visuels, parce que moi, j'ai dit, OK, c'est simple à utiliser, ça va faciliter la vue d'un développeur Power BI ou la vie d'un débutant qui souhaite se lancer dans du DAX. Donc, c'est vraiment un grand pas en avant pour rendre la vie beaucoup plus facile et surtout pour faciliter la barrière d'accès à DAX. Mais ces visuels calculation, ils ont leurs limites et ils ont pas mal d'inconvénients. Donc, je donne quelques-uns rapidement. Par exemple, le formatage n'est pas encore disponible. Les paramètres numériques et les filtres paramètres, ils sont pas supportés. Ils sont pas supportés pour tous les visuels. Là, on peut pas utiliser les calculs visuels pour tous les visuels, non plus pour les visuels customisés. On peut pas les modifier dans le Power BI Service. On peut pas les utiliser pour filtrer sur des calculs visuels. Donc, on peut pas filtrer sur des calculs visuels. On peut pas les appliquer dans des mises en forme conditionnelles. Donc, il y a plein, et surtout qu'on peut pas les stocker dans le modèle. Donc, il y a plein de limitations et de gros problèmes. Mais on espère que dans les prochaines versions à venir, ça sera que les problèmes soient résolus. Et, moi, ce qui me manque vraiment mal, tu vois, c'est typiquement c'est la mise en forme conditionnelle. Typiquement, moi, ce qui me manque vraiment, de pouvoir faire de la mise en forme conditionnelle, tu sais, rapidement avec le bouton sur les champs directement, parce que ça te rajoute un champ supplémentaire dans ton visuel. Et ce champ-là, tu ne peux pas du coup le mettre en mise en forme conditionnelle, faire apparaître du rouge quand c'est inférieur à tant de pourcentage. Et je trouve ça dommage parce que du coup, pour le faire dans le tableau, il faut faire du bricolage encore. Tu vois, des petites fonctionnalités comme ça qui manquent, je trouve. Donc, et aussi que ça apparaisse pas quelque part spécifiquement pour les développeurs ou pour les admins, de voir spécifiquement que tel visuel, il y a un calcul visuel dessus, que celui-ci, il n'y en a pas, parce que du coup, ces calculs visuels-là, on ne les retrouve pas dans la vue DAX. On ne peut pas les revoir. C'est pas interprété comme des mesures, parce que ça n'en est pas, mais on n'a pas l'information qu'il y a un calcul visuel qui a été créé, nulle part. Hormis le fait de passer sur le visuel et de passer sur chacun d'entre eux. Bah oui, surtout lorsque nous parlons à l'échelle d'un modèle sémantique au niveau d'une entreprise. Donc, idéalement, il faut que les définitions soient bien enregistrées, les KPI et les calculs, il faut qu'ils soient bien sauvegardés dans un modèle sémantique pour qu'ils soient utilisés. Mais là, c'est vraiment pour des usages, comme j'ai présenté, c'est pour des usages un petit peu particuliers au sein des visuels. Mais si tu peux demander aux utilisateurs, Benjamin, est-ce qu'ils vont continuer à utiliser, est-ce qu'ils envisagent d'utiliser les nouveaux calculs uniquement comme le seul moyen pour écrire des mesures DAX, ou ils vont utiliser une combinaison entre les mesures normales et les calculs visuels? Parce qu'il y a, c'est vrai. Dites-nous en commentaire la réponse à la question d'Amal. Mais bon, là, les gens, ils découvrent. Ça m'intéresse d'en savoir. Et pour l'instant, on est en mode découverte et puis expérimentation. Puis ça reste une preview, hein, si je ne me trompe pas. Tout ça, ça reste, même côté Microsoft, je pense qu'ils sont en train ils en ont sûrement dans les cartons encore. Puis après, en fait, il n'y aura pas de vérité absolue. Hein. Il n'y a pas de vérité absolue. Il y aura des bonnes pratiques associées, clairement. Je pense qu'il ne faut pas trop non plus se prendre la tête et se manger le cerveau avec ça. C'est rester sur une analyse très, très basique. Vous devez faire un calcul spécifique. Vous n'allez pas réutiliser calcul visuel.
on veut faire quelque chose qui est réutilisable en masse et mettre à dispo des gens, on fait dans une mesure. Voilà, c'est plus performant, ça prend moins de place. Donc, on fait un calcul visuel si c'est un besoin ponctuel, il ne prend pas le refaire autre part. Si c'est quelque chose qui fait partie intégrante de votre analyse et que vous l'utilisez en permanence, mesure ou colonne dans certains cas. Voilà. Et après, je pense qu'avec les nouveautés, on pourra affiner, il y aura des nuances, bien évidemment. Et je pense que pour commencer, voilà, il ne faut pas non plus aller plus loin que ça au début. Tout à fait. Excellent. Sur ces bonnes paroles. Bon, merci beaucoup tout le monde. Il y a eu, au départ, on a commencé à plus de 300 personnes, donc c'est assez cool. Grand merci à vous deux pour vos démos. C'était très, très instructif. On a eu des bons feedbacks dans le chat. Je pense qu'on peut vous suivre sur LinkedIn, n'est-ce pas? C'est le meilleur endroit, je suppose. C'est le meilleur endroit, complètement. Donc, il y a une chaîne YouTube aussi au cas où si besoin, mais surtout des replays sur de contenu exclusif dessus, surtout des replays de. On te voit beaucoup, Benjamin, d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, un peu trop, mais. Désolé de l'apprendre. Non, c'est une bonne chose, Mais en effet, Enzo, tu partages régulièrement. Amal, c'est la même chose, tu partages. Puis Amal, tu as aussi comment on appelle ça, un blog, un newsletter. Voilà. Newsletter également. Donc, je vous invite à aller sur les profils qui s'affichent à l'écran, puis à vous suivre de près. N'hésitez pas. Ouais, non, surtout que je ne veux pas trop teaser, mais on est en train de voir pour organiser un petit live tous ensemble aussi sur du Fabric, qui est, je pense, le sujet de l'année chez Microsoft. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre parce que voilà, je pense qu'il n'y aura même pas qu'un seul live. Il y a de quoi faire une dizaine de lives facilement dessus. Donc voilà, n'hésitez pas. Trop bien. Eh bien, merci encore. Merci Benjamin. À bientôt. À la prochaine. Au revoir.